Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Ne pouvant malheureusement pas participer physiquement à ce congrès, vous allez recevoir ma communication enregistrée. Je tiens à souligner la première participation des AOP à votre congrès national et j'espère que ce sera le début d'un partenariat extrêmement efficace et actif. On m'a demandé de communiquer sur la chirurgie réfractive et j'ai pensé intéressant pour vous de parler des débuts en chirurgie réfractive, comment aborder cette spécialité qui connaît un essor extrêmement important en France et en Europe et qui, je l'espère, va pouvoir se développer en Afrique. Le premier temps est la sélection du bon patient et de la bonne technique chirurgicale. L'information est essentielle, de même qu'une bonne réalisation d'intervention, et enfin, savoir prévenir les complications et les gérer. La première consultation donc, doit déterminer les attentes du patient, ses besoins professionnels ou autres, son niveau d'exigence. Examen des yeux, donc déterminer la métropie, la pachymétrie, la topographie, son âge. Au terme de ce bilan, nous allons être confrontés à plusieurs options chirurgicales, que ce soit les lasers réfractifs, laser de surface, LASIK, RELEX SMILE ou les implants intraoculaires. Il faut, à la fin de cette première consultation, exclure une contre-indication, choisir la bonne technique et donner toutes les infos utiles. Les contre-indications de la chirurgie réfractive sont les amétropies évolutives, qui évoluent de plus de 0,5 dioptrie en 2 ans chez un sujet jeune. Éviter d'opérer un monophthalme et également une femme enceinte, surtout pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Les contre-indications de la chirurgie LASIK PKR sont loco-régionales, donc la principale contre-indication est le kératocone fruste, les cornées fines, car ces pathologies exposent au risque d'ectasie. Se méfier des astigmatismes inverses. Les sécheresses oculaires sévères sont également à éliminer, au moins à traiter avant la chirurgie. La kératite herpétique. Un glaucome évolutif est une contre-indication, de même que toutes les affections évolutives. Les contre-indications générales, donc les collagénoses, polyarthrite rhumatoïde, Sjögren. Diabète est une contre-indication relative. Enfin, il faut insister sur les contre-indications réglementaires ou professionnelles, donc les normes d'aptitude varient selon les différents métiers et c'est aux patients de se renseigner. Ne sont pas des contre-indications l'âge de moins de 25 ans, donc s'assurer quand même de la stabilité. Au-delà de 40 ans, la presbytie intervient et il faut déterminer les besoins en vision de loin et en vision de près. Au-delà de 60 ans, on discutera plutôt de la chirurgie du cristallin clair. Les grossesses à venir, il s'agit probablement d'une idée reçue sur le risque de modification visuelle. La sécheresse, si elle est bien contrôlée, n'est pas une contre-indication. Les sports nautiques et les sports de combat non plus, il faudra utiliser la technique adaptée, plutôt PKR ou SMILE. Un glaucome traité et parfaitement contrôlé, de même qu'un diabète, ne sont pas des contre-indications. Un herpès froid, des antécédents donc herpétiques, qui n'a plus fait parler de lui, n'est pas une contre-indication. Il faudra simplement encadrer l'opération d'un traitement préventif à base de Zelitrex. Phoritropie ne sont pas des contre-indications. Il faut simplement faire un bilan orthoptique et faire peut-être un test préalable avec des lentilles de contact. Enfin, les dystrophies épithéliales type Cogan sont plutôt une indication à la PKR. Les objectifs de l'intervention, donc déterminer le degré d'amétropie, le degré d'attente et d'exigence. Le patient doit avoir des attentes réalistes.
Et un patient qui exige un résultat à 100% doit être éliminé. L'âge, nous l'avons vu. Attention à l'évolution et à l'avenir de la vision. Au-delà de 40 ans, la presbytie est un processus évolutif et il faut prévenir le patient de plus de 45 ans opéré de la presbytie au laser que sa presbytie va évoluer. Ce n'est pas un problème, il bénéficiera d'une retouche quelques années plus tard. Chez le jeune myope, il faut attendre 2 examens identiques séparés de 2 ans pour pouvoir être certain de la stabilité. Il faut déterminer les besoins visuels du patient, donc son métier, ses aspirations professionnelles, ses activités extra-professionnelles et loisirs, son niveau d'exigence et d'attente, qualité de correction pré-op, tolérance d'un défaut visuel, niveau attendu, indépendance totale ou relative, ses attentes professionnelles à préciser et, je le répète, à faire vérifier par le patient car on a vu des hôtesses de l'air opérées sans être informées et clouées au sol pendant 6 mois. La principale motivation, ce sont des patients qui présentent une intolérance aux lentilles et qui, après plusieurs années de port, refusent de revenir aux lunettes. Et un gros contingent, ce sont des jeunes qui veulent accéder à certaines professions que leur myopie le plus souvent empêche et ces technologies vont leur permettre d'accéder à leur profession. Les dernières questions, donc les antécédents, donc s'intéresser particulièrement à l'allergie, demander aux patients s'ils se frottent beaucoup les yeux car il y a un risque certain d'ectasie. La sécheresse, nous l'avons vu, l'herpès, le glaucome. Et s'intéresser aux antécédents familiaux de kératocone. Le kératocone est la terreur en chirurgie réfractive, donc il faut éliminer des patients dont un père, une mère ou un cousin est atteint de kératocone car c'est une maladie génétique. Donc l'interrogatoire prépare l'information en 3 questions. Qu'attendez-vous de la chirurgie? Que faites-vous dans la vie? Votre métier, vos loisirs? Portez-vous des lentilles? Sinon, pourquoi? Envisageons maintenant les limites réfractives des différentes techniques. La PKR est la première technique utilisée en chirurgie réfractive, technique laser. C'est la plus ancienne. Elle couvre les amétropies comprises entre -6 et +2 dioptries. Il y a, il faut le dire, un regain d'intérêt très net ces dernières années pour cette technique de surface, car les principaux reproches qu'on lui faisait, à savoir régression de l'effet et un haze, ont vraiment pratiquement disparu grâce aux nouveaux logiciels de traitement et grâce à la mitomycine. Le LASIK couvre des indications beaucoup plus larges, théoriquement entre -10 et +6, tout dépend bien sûr de la topographie cornéenne et de l'épaisseur cornéenne. Le dernier venu, c'est le RELEX-SMILE, dont je vous dirai quelques mots, qui peut intervenir entre -2 et -10 dioptries. Et enfin, aux 2 extrêmes, au-delà de -10, au-delà de +6, c'est la place de la chirurgie du cristallin clair pour les fortes hypermétropies ou des implants FAC pour les fortes myopies. Un cylindre, vous le voyez à droite, peut être corrigé de -2 jusqu'à +6. Envisageons le cas du patient presbyte qui a besoin d'une correction complémentaire. Et chez le myope, c'est le principe de la monovision. Chez l'hypermétrope, c'est ce qu'on appelle la monovision avancée, où l'on va modifier le facteur d'aspéricité. Les limites d'efficacité de la PKR, je vous en ai dit 2 mots, haze, voile cicatricielle et régression. Les limites anatomiques, donc le LASIK, il faut exiger une pachymétrie supérieure à 500 microns et un mur stromal résiduel supérieur ou égal à 250 microns. En général, on a fixé la barrière à 300 microns. Limite topographique,
et tenir compte de la modification de courbure, de cambrure après traitement hypermétropique. Il faut éviter de corriger des hypermétropes à cornée trop bombées. Le plus important, ce sont les limites de la qualité optique. Il ne s'agit pas de dire à un patient vous avez 10 dixièmes, il faut qu'il ait 10 dixièmes et une bonne qualité de vision. Il ne faut pas qu'il ait des effets secondaires nocturnes tels des halos. Donc, pour évaluer la qualité de vision éblouissement halo, il faut vraiment attacher une grande importance au diamètre pupillaire mésopique, c'est-à-dire dans des conditions de faible luminance, et se méfier des patients qui ont des pupilles très dilatées dans la pénombre. Les limites anatomiques, dont la pachymétrie, je vous l'ai dit, en Europe, on a déterminé comme barrière le chiffre de 300 microns, et il est absolument important de le respecter pour éviter tout risque d'ectasie. En cas de PKR, on peut respecter la limite de 350 microns de stroma résiduel. Envisageons maintenant donc les examens complémentaires avant de prendre une décision opératoire. Le plus important, c'est bien sûr la topographie cornéenne. Donc, il peut s'agir d'une topographie antérieure spéculaire type Placido, et de plus en plus les topographies antérieures et postérieures d'élévation type Ortscan ou Pentacam. La pachymétrie, bien sûr, doit être mesurée, et l'OCT a un rôle de plus en plus important en chirurgie réfractive. Alors, comment décrypter une topographie cornéenne? Existe-t-il, c'est ça l'objectif premier, des signes de kératocone fruste ou suspect? Ainsi, il faut avoir une règle simple, en dessous de 500 microns, il ne faut pas faire de LASIK. Si la kératométrie est supérieure à 47 dioptries, donc très bombée, évitez d'opérer en LASIK. Une PKR est envisageable. S'il y a une différence d'élévation donc supérieure à 1,1 dioptrie entre le haut et le bas, se méfier, pas de LASIK. Un SRAX, c'est-à-dire une angulation en cas d'astigmatisme, donc entre les deux méridiens, est suspecte. Et comme je vous l'ai dit, il faut mesurer la taille de la pupille dans des conditions de faible luminance. Je vous montre quelques exemples de topographie. Ici, vous voyez un astigmatisme régulier, symétrique, en bas à gauche sur la diapositive, une pachymétrie à 526, une élévation antérieure et postérieure bien centrée. Ce patient peut bénéficier d'un LASIK. Celui-ci, bien sûr que non, il a une pachymétrie trop fine, à 432 microns. On pourra discuter chez lui d'une PKR, de même que chez ce patient qui a 393 microns d'épaisseur cornéenne. Ici, un exemple de SRAX. Vous voyez que le sablier de l'astigmatisme est angulé. Malgré une épaisseur de cornée suffisante, il vaut mieux faire une PKR qu'un LASIK. Là, vous avez une cornée beaucoup trop bombée, très rouge pour un LASIK, indication à une PKR. Idem chez ce patient. Ici, donc, vous avez une image avec un bombement inférieur suspect. C'est un petit myope, petit astigmate. Et il faut évidemment éviter de faire un LASIK, PKR, de même qu'ici, vous avez une image tout à fait caractéristique de dégénérescence marginale pellucide, qui est une contre-indication absolue au LASIK et à la PKR. Idem sur cette diapositive. Quels sont les pièges de la topographie qu'il faut savoir dépister? Ces pièges sont liés donc au port de lentilles. Ce sont des patients qui n'ont pas enlevé leurs lentilles comme il est préconisé, au moins 3 jours si ce sont avant la consultation si ce sont des lentilles souples, au moins 10 à 15 jours si ce sont des lentilles rigides. Lorsque la topographie est anormale, il faut revoir le patient à distance en lui faisant enlever ses lentilles au moins une semaine à l'avance. Ici, vous avez un exemple de wear page. Donc, vous voyez l'image en bas à droite, un bombement inférieur qui fait craindre un kératocone, frustre.
chez ce petit myope, et vous voyez que après avoir enlevé ces lentilles pendant une semaine, l'image s'est normalisée, donc on peut faire un LASIK à ce patient. Se méfier aussi des échelles de couleurs. Vous voyez que ici, les topographies donc, en bas à gauche, sur l'œil droit et l'œil gauche, sont harmonieuses. Il n'y a pas de bombement suspect, mais c'est l'échelle de couleur qui est un piège, car vous voyez que si vous la modifiez, vous retrouvez ce petit bombement inférieur, surtout sur cette image, donc sur l'œil droit, qui est une contre-indication au LASIK. Se méfier aussi des logiciels vendus avec les topographes. Ici, le logiciel, donc les indices de Kleist, ne détecte pas un kératocone, alors que vous voyez très nettement sur l'image topographique que le bombement inférieur est suspect. Donc ne pas faire de LASIK à ce patient. La même image. La pachymétrie, donc 613 microns, c'est tout à fait rassurant. Ce n'est pas suffisant car vous voyez que la topographie montre une image tout à fait typique de kératocone. Les autres examens complémentaires, donc on peut faire un aura, donc qui n'est pas décisionnel, une mesure abérométrique qui permet de vérifier votre réfraction et surtout qui permet de faire des traitements reconnaissance syrienne avec laser couplé, traitement personnalisé. En pratique, quel bilan complémentaire? Donc vous qui débutez, au minimum un examen topographique, Orbscan, Pentacam ou autre topographe, un examen pachymétrique, donc si possible une topographie d'élévation, mais vous pouvez faire aussi une pachymétrie ultrasonique, doublé avec une autre méthode. Moi j'aime bien multiplier les examens lorsqu'il y a un doute sur une topographie, et là vous voyez donc l'ensemble du bilan. De gauche à droite, Pentacam, Orbscan, Pentacam, OCT et abérométrie, et en bas, au milieu, l'AURA. Quelle intervention choisir? Donc maintenant, on sait si ce patient est opérable et à nous de lui proposer la technique la plus adaptée à son cas. Donc la PKR représente 30 à 50% des actes réfractifs aujourd'hui, donc il y a un véritable retour vers la PKR et la laser de surface. On le constate dans tous les congrès et dans nos pratiques quotidiennes. La fréquence de la PKR augmente chaque année. Donc, simplicité de réalisation, sécurité dans les indications. Donc, c'est très rare d'avoir une ectasie post-PKR. Il y a eu 2 ou 3 cas décrits dans la littérature mondiale. Le LASIK, bien sûr, est plébiscité par les patients et les chirurgiens. Un patient déçu quand on lui dit on ne peut pas faire un LASIK. Il est plébiscité, mais nous l'avons vu, il y a des exigences des critères de sélection. Bon, l'apprentissage du LASIK pour les débutants en chirurgie réfractive est très facilité par le laser femtoseconde qui permet la découpe du volet cornéen. Et pourquoi le LASIK est plébiscité? Parce que contrairement à la PKR, nous avons une récupération visuelle en quelques heures et une reprise dès le lendemain des activités professionnelles, alors qu'avec une PKR, il faut prévenir le patient qu'il y a une période de 3 à 4 jours où il verra assez flou et les yeux seront assez sensibles. Le Relex Mind, je passe très rapidement car c'est vraiment la toute dernière technologie. Juste pour votre information, c'est une technique entièrement femtoseconde où un laser femtoseconde va découper dans l'épaisseur du stroma un fin lenticule que l'on va extraire par une petite incision de 3 mm. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de capot, avantage du LASIK, et donc respect de l'épithélium cornéen, donc récupération visuelle assez rapide. Préservation également de l'innervation et donc réduction de risque de sécheresse oculaire. Donner donc à ces patients des informations utiles.
Une des 5 grandes causes de renoncement à la chirurgie, donc la peur, un avis autorisé, le coût, la crainte d'une complication, mais une des grandes causes, c'est le manque d'information. Il faut passer du temps avec ces patients pour les informer objectivement. Il faut utiliser des mots pour se comprendre, implication dans la décision, dans la gestion des sites. Il faut établir une relation de confiance avec le patient. Utiliser un vocabulaire simple, corné, amétropie du patient et principe optique, ça ne lui parle pas. Il faut lui expliquer très simplement ce qui va se passer. La technique du point de vue du patient, il faut lui dire ce qu'il va voir, ce qu'il va ressentir, ce qu'on va lui demander. Éviter les détails effrayants comme ablation de l'épithélium en cas de PKR. Lui expliquer également l'avant et l'après, arrêter les lentilles une semaine avant l'opération, on va laver l'œil à la bétadine, on peut éventuellement lui donner un petit anxiolytique, un antalgique si on fait une PKR. Les suites normales ressenties, donc récupération visuelle, délai, organisation à prévoir. Si vous faites une PKR, il faut bien lui dire que il ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles avant une semaine. Les complications, il faut l'informer objectivement, lui donner des données chiffrées, l'informer sur les signes d'alerte, donc quel est le délai de récupération normale, quand allez-vous pouvoir reconduire votre voiture, travailler sur ordinateur, et l'informer sur les signes qui doivent inquiéter. Il ne faut pas effrayer, il faut impliquer son patient et son entourage. Quels sont les résultats attendus? Indépendance, degré de stabilité attendu, et également lui parler du suivi ultérieur, l'ophtalmo qui va le suivre, vous-même ou votre correspondant. L'informer sur le coût enfin, qui est un des obstacles au développement de la chirurgie réfractive, et lui donner un devis daté et signé. L'information sous quelle forme? Primauté de l'information orale, donnée en personne. En France, nous avons une feuille de consentement éclairée, au mieux complétée par un document personnel daté du jour de la consultation et signé par vous. C'est la preuve d'une information personnalisée et il faut exiger un délai de réflexion d'au moins 2 semaines. Très rapidement, les complications, donc à J2 ou un peu plus, se méfier d'une infection que l'on redoute, d'une inflammation SOS syndrome ou de plis du capot. Si l'on a fait un LASIK, l'infection est très rare, moins d'1 sur 5000. Les signes d'alerte, donc après une intervention simple, apparition de douleurs, de rougeur, de baisse d'acuité visuelle, de photophobie. En général, c'est dans les 48 premières heures, rarement au-delà. Donc la conduite à tenir, donc conservatrice si on a un micro-abcès petit de moins de 2 mm et à distance de l'axe visuel. Donc on peut faire un prélèvement de surface et surtout instaurer un traitement à base de colis renforcés, et c'est assez rapidement efficace. Si c'est supérieur à 2 mm ou proche de l'axe visuel, là il faut être beaucoup plus agressif, soulever le capot pour faire un prélèvement in situ, lavage in situ et traitement à colis renforcés, car sinon il y a un risque de dissémination. Attention au capot néanmoins, car on a vu des traitements un peu agressifs, l'infection a guéri et malheureusement le capot a été endommagé et la récupération visuelle a été bien sûr altérée. La deuxième grande complication après LASIK, c'est l'inflammation de l'interface ou SOS syndrome. Ça se traduit par un SOS et Sand of Sahara. C'est un fin granulé dans l'interface qui traduit d'étiologie un peu mystérieuse que l'on classe en 4 grades. Et vous voyez ici en haut à gauche cet aspect de sable qui est disséminé dans l'interface. Ceci est à prendre en compte et à traiter extrêmement énergiquement, car à ce stade, le SOS syndrome est sensible à la corticothérapie locale et va régresser. Si on le laisse évoluer, on va obtenir donc une lyse ou une atrophie des capots avec des séquelles visuelles importantes. Donc,
Stade 1 et 2, corticothérapie locale plus pommade renforcée, il faut en donner toutes les heures. Stade 3, il faut soulever le capot et laver l'interface. Au stade 4, c'est beaucoup plus compliqué, il y aura des séquelles. On peut avoir des petits débris issus des instruments d'éponge, petits saignements, des sécrétions, des cellules conjonctivales. C'est pas grave, il ne faut les laver que s'il y a une baisse d'acuité visuelle et si c'est dans la première semaine. Le saignement limbique, donc ce sont des patients qui ont beaucoup porté des lentilles et qui ont développé des néovaisseaux cornéens et chez eux, donc on peut avoir un petit saignement, il n'y a aucune conséquence même s'il y a un peu de sang dans l'interface. L'invasion épithéliale, donc c'est la prolifération de petites cellules sous l'interface. Donc en général, elle est périphérique et limitée par une fibrose cornéenne. Il ne faut pas se précipiter pour aller laver ces cellules épithéliales, il faut simplement surveiller et si vraiment ces cellules envahissaient largement et se propageaient vers le centre optique, là il faut nettoyer l'interface au bloc opératoire et préserver l'épithélium sain. Il faut se méfier de ces invasions épithéliales car elles ont une tendance fâcheuse à la récidive. Donc, lorsque vous opérez, respectez l'épithélium cornéen et ainsi vous n'aurez pas d'invasion épithéliale. Ici, vous avez un mauvais cas d'invasion épithéliale récidivante avec une acuité visuelle corrigée qui n'excède pas 6/10. Les plis, donc dans le LASIK, on découpe un capot. Le capot met 3 semaines à vraiment cicatriser, donc il faut dire aux patients de dormir avec des coques protectrices, de ne pas se frotter les yeux, d'éviter les sports de combat. Néanmoins, on observe parfois des plis et des déplacements, c'est souvent précoce ou traumatique un peu plus tardif. Ça se voit très facilement à la lampe à fente et ça a un retentissement visuel, donc il ne faut pas laisser un capot déplacé et reprendre le patient au bloc pour relisser le capot aussi précocement que possible. Le suivi des patients opérés, donc les voir à J1, J2 ou J3, car il faut se dépister, évidemment, je l'ai dit, une infection, une inflammation à pli du capot. 1 à 6 mois, donc pour juger du résultat final, donc, et ne pas oublier de dire à ces patients qui sont souvent assez myopes qu'ils restent myopes sur le plan anatomique et qu'ils doivent être suivis comme tout myope sur le plan de la pression intraoculaire, de la surveillance rétinienne. Parfois, ces patients sont sous-corrigés et il est possible donc de proposer une retouche chirurgicale, que ce soit en LASIK et on soulève le capot ou en PKR. Il faut donner au patient un dossier réfractif avec tous les éléments car il faut le conserver précieusement. Ces patients vont vieillir et vont probablement faire une cataracte beaucoup plus tard et ces éléments seront très utiles pour la mesure du calcul de l'implant lors de l'opération de la cataracte et faire un petit résumé de l'observation. Pour terminer et pour vous encourager à vous lancer dans cette chirurgie réfractive car elle change la qualité de vie. Une grosse étude a montré qu'un patient opéré a moins de sensation de limitation des activités et c'est chiffré à 98,5%. 92,5% des patients ont une amélioration de leur image. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon congrès.